La neige commençait à tomber doucement sur les fenêtres de mon appartement à Lyon, créant un voile blanc qui encadrait la vue sur la place Bellecour. C'était la veille de Noël, et l'arôme de cannelle et d'anis étoilé qui émanait de la cuisine me transportait vers les souvenirs de mon enfance, quand ma mère préparait le pain d'épices avec tant de tendresse. À 68 ans, je ressentais encore ce froid familier dans l'estomac, avant les réunions de famille. Non pas à cause du froid de décembre qui mordait Lyon, mais à cause de la tension qui planait toujours quand Étienne, mon gendre, était présent. Aujourd'hui, ce serait différent, j'espérais. Mais au fond, une partie de moi savait déjà qu'il trouverait un moyen de me faire sentir insignifiante, comme il le faisait toujours. L'appartement était impeccable. Les lumières dorées se reflétaient dans les bibelots de cristal que j'avais collectionnés au fil des ans, et tout semblait parfait pour recevoir la famille. Mais mon cœur battait la chamade, anticipant ce qui allait arriver. Le son de la sonnette résonna dans le couloir, et j'entendis bientôt les voix familières se mêler. Ma fille Isabelle entra la première, suivie des petits-enfants qui coururent m'embrasser, emplissant mon cœur de joie. Mais alors, Étienne apparut, avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Bonsoir, belle maman », dit-il, utilisant le ton qui sonnait toujours comme une provocation déguisée. Pendant les salutations, je remarquais comment il occupait l'espace, parlant fort, gesticulant exagérément, comme s'il voulait marquer son territoire. Quand je m'approchais de la table pour ajuster les assiettes, il commenta « Attention, Claire, nous ne voulons pas que vous vous fatiguiez avant même que le dîner ne commence. » Le commentaire fut accompagné d'un petit rire, mais le venin était là. Je sentis mon visage chauffer, non pas de colère, mais d'humiliation. C'était toujours comme ça que ça commençait, de petites épines enveloppées de faux sourires. La table était dressée comme une œuvre d'art française. Le foie gras brillait sous la lumière des bougies. Le champagne moët en chandon attendait dans les seaux d'argent et le parfum du coq au vin que j'avais préparé dès le matin embaumait toute la pièce. Mais la beauté du repas contrastait avec l'atmosphère pesante qu'Étienne créait. Quand je m'approchais de la chaise où je m'asseyais toujours, il dit assez fort pour que tout le monde entende. « Ah, Claire, ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux vous asseoir là, dans le coin ? Comme ça, il vous sera plus facile de vous lever, si vous avez besoin de chercher quelque chose dans la cuisine. » Sa femme, ma fille, baissa les yeux, gênée. Les autres membres de la famille firent semblant de ne pas entendre, se concentrant sur les plats. Je sentis la boule dans ma gorge grossir, tandis que je me dirigeais silencieusement vers l'endroit qu'il avait suggéré. C'était toujours ainsi. Il me transformait en femme de ménage dans ma propre maison, et moi, par amour pour ma famille, j'avalais tout en silence. C'est alors que la sonnette retentit à nouveau, me sauvant de ce moment d'humiliation silencieuse. Isabelle se leva rapidement, avec un sourire mystérieux que je ne parvins pas à déchiffrer. « Maman, j'espère que cela ne vous dérange pas, mais j'ai invité quelqu'un de spécial à se joindre à nous. » Mon cœur s'emballa. Qui cela pouvait-il être? Alors la porte s'ouvrit, et là se tenait Henri Dubois, le ministre de la Culture locale. Un homme élégant, aux cheveux gris et aux yeux doux, qui me reconnut immédiatement. « Claire, ma chère amie !» s'exclama-t-il, marchant directement vers moi. Étienne pâlit instantanément. Henri m'embrassa chaleureusement et dit « Quelle joie de vous retrouver ici. J'espère que vous vous souvenez encore de notre travail ensemble sur le projet de préservation du vieux Lyon. » Bien sûr que je m'en souvenais. J'avais consacré 3 ans de ma vie à ce projet, travaillant bénévolement pour préserver l'histoire de notre ville. Je sentis ma poitrine se gonfler de fierté en voyant le visage d'Étienne perdre toute sa couleur. Henri regarda autour de la table et, sans hésiter, se dirigea directement à la place d'honneur où Étienne s'était installé. « Étienne, cela ne vous dérangerait pas de céder cette place à notre chère Claire ? Elle mérite d'être au centre de cette célébration,
compte tenu de tout ce qu'elle a fait pour notre communauté. Ce n'était pas une demande, c'était une déclaration respectueuse mais ferme. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Étienne, visiblement déconcerté, balbutia quelque chose comme « Bien sûr, naturellement », en se levant maladroitement. Henri m'offrit son bras comme un vrai gentleman français et m'escorta jusqu'à la chaise principale. Je sentis des larmes de soulagement brûler mes yeux. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait reconnu ma valeur devant ma famille. Le pouvoir avait changé de main à ce moment-là, et tout le monde put le sentir. Étienne resta silencieux pour le reste de la soirée, son venin neutralisé par la présence respectueuse du ministre. Le dîner se déroula avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Henri partagea des histoires sur notre travail commun, louant mon dévouement et mes connaissances historiques. Mes petits-enfants me regardaient avec une admiration renouvelée, découvrant des aspects de leur grand-mère qu'ils ne connaissaient pas. Isabelle souriait fièrement, et même les autres membres de la famille s'adressaient à moi avec un nouveau respect. Étienne, qui auparavant dominait les conversations avec ses commentaires acerbes, se limita désormais à des réponses monosyllabiques, clairement mal à l'aise avec sa position diminuée. Quand vint l'heure du dessert, ma traditionnelle bûche de Noël, ce fut Henri qui insista pour que je sois servie en premier, m'honorant comme la véritable matriarche de la famille. Cette nuit de Noël magique à Lyon, je découvris que le respect que j'avais toujours cherché était en moi depuis le début. Il fallait juste que quelqu'un le rappelle au monde. Et quand Étienne prit finalement congé, son « au revoir » sonna différemment, empreint d'une humilité que je n'avais jamais entendue auparavant. Le vent froid de janvier balayait les rues de Lyon lorsque je reçus un appel téléphonique inattendu d'Henri. « Claire, j'ai de nouveau besoin de votre expertise », dit-il avec cette voix chaleureuse qui me faisait me sentir valorisée. Il organisait une exposition sur la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale et connaissait mes connaissances sur les tunnels secrets du Vieux-Lyon. Mon cœur s'emballa d'émotion. Cela faisait des mois que je ne me sentais pas utile, toujours reléguée au rôle de grand-mère décorative lors des réunions de famille. Accepter cette invitation signifiait bien plus qu'un travail bénévole. C'était une chance de prouver que j'avais encore beaucoup à apporter. Quand je racontais la proposition à Isabelle, ses yeux brillèrent de fierté. « Maman, c'est merveilleux. Papa serait si fier de vous voir ainsi reconnu. » Mais quand Étienne apprit la nouvelle, sa réaction fut prévisible. « Ne pensez-vous pas que vous êtes un peu trop âgée pour ce genre de responsabilité, Claire ?» Son ton condescendant m'irrita profondément cette fois. Pendant les semaines suivantes, je me plongeais complètement dans le projet. Tous les matins, je marchais sur les vieilles pierres de la rue Saint-Jean, redécouvrant des recoins oubliés de ma propre ville. Henri me traitait comme une véritable partenaire, valorisant chaque suggestion que je faisais. Nous trouvâmes des documents historiques fascinants à la bibliothèque municipale, et je me délectais à déchiffrer des lettres manuscrites de membres de la Résistance. Le travail me rajeunissait d'une manière que je n'avais pas expérimentée depuis des années. Mon esprit était vif, mon énergie renouvelée. Quand je rentrais chez moi le soir, je me sentais accomplie et importante. Mais Étienne trouvait toujours un moyen de minimiser mes enthousiasmes. « Ça doit être fatigant de fouiller de vieux papiers toute la journée », disait-il, feignant l'inquiétude. Ou encore « J'espère que vous ne vous surmenez pas, belle maman. À votre âge, il est important de se reposer. » Chaque commentaire était un petit coup de poignard déguisé en sollicitude. La tension à la maison commença à s'intensifier quand Henri m'invita à une réunion importante à la mairie. Je serais présentée aux autres membres de la commission culturelle de la ville, y compris le maire lui-même. Je ressentis un mélange de nervosité et d'excitation que je n'avais pas connu depuis mes années d'enseignante. Isabelle m'aida à choisir un tailleur élégant, un Chanel vintage que je gardais pour les occasions spéciales. « Vous êtes rayonnante, maman, » dit-elle,
ajustant mon collier de perles. Mais quand nous descendîmes au salon, Étienne était là, examinant des papiers avec un air supérieur. « Où allez-vous si bien apprêté ?» demanda-t-il avec une fausse décontraction. Quand j'expliquai la réunion, il eut un petit rire sarcastique. « Réunion à la mairie ? Comme c'est important. J'espère que vous ne vous perdrez pas en chemin, Claire. Ces bâtiments gouvernementaux peuvent être complexes pour ceux qui n'y sont pas habitués. » Je sentis mon sang bouillir, mais je gardai mon calme. La réunion à la mairie fut un triomphe absolu. Henri me présenta comme notre spécialiste en histoire locale la plus respectée. Et le maire, M. Collomb, loua abondamment mes connaissances. Pendant 2 heures, nous discutâmes des détails de l'exposition, et mes contributions furent non seulement écoutées, mais sollicitées avec enthousiasme. Je me sentis à nouveau comme la professionnelle compétente que j'avais toujours été. À la fin, le maire m'invita à être la conservatrice principale de l'exposition, avec droit à une petite cérémonie d'inauguration. Je repartis de là, marchant sur un nuage. Quand je rentrai chez moi, Isabelle m'attendait, impatiente. Je lui racontai tout, et elle me serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Maman, je suis si fière. Vous méritez toute cette reconnaissance. » Mais notre joie fut interrompue quand Étienne apparut dans le salon. En entendant parler de ma nomination comme conservatrice, son visage se tordit en une expression mêlant incrédulité et irritation mal dissimulée. Les préparatifs de l'exposition occupèrent dans mes journées, et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment vivante. Je travaillais côte à côte avec Henri et d'autres historiens, organisant des artefacts précieux et créant des récits captivants sur le courage des Lyonnais pendant l'occupation. Ma maison se transforma en un petit bureau, avec des documents éparpillés sur la table de la salle à manger et des appels constants de journalistes intéressés par l'exposition. Étienne observait tout cela avec un malaise croissant. Ses commentaires devinrent plus acides. La maison est devenue un désordre, avec ses vieux papiers partout. Ou, je ne comprends pas pourquoi vous ne laissez pas ce travail à des personnes plus jeunes. Mais quelque chose avait changé en moi. Ces mots, qui auparavant me blessaient profondément, ne faisaient plus que m'irriter. J'avais redécouvert ma valeur, et aucune provocation de sa part ne pourrait l'effacer. Isabelle remarqua le changement et me soutenait inconditionnellement, réprimandant parfois son mari quand ses commentaires devenaient trop offensants. La soirée de l'inauguration arriva comme un rêve doré. Le musée d'histoire de Lyon était élégamment décoré, et des centaines de personnalités importantes de la ville assistèrent à l'événement. Je portais ma robe de soie bleu marine, celle que Jean m'avait offerte pour notre dernier anniversaire de mariage, et je me sentis radieuse. Henri me présenta au public comme la véritable étoile derrière cette magnifique exposition, et je reçus une salve d'applaudissements chaleureuse. Des journalistes m'interviewèrent, louant mon expertise et ma passion pour l'histoire locale. Isabelle était là, fière et émue, mais Étienne était tombé malade à la dernière minute, une excuse évidente à laquelle personne ne crut. Tout au long de l'événement, je me sentis comme la protagoniste de ma propre vie, non plus la figurante silencieuse des réunions de famille. Quand je rentrais chez moi cette nuit-là, le journal local affichant déjà ma photo en première page, je savais que quelque chose de fondamental avait changé pour toujours. Étienne ne parviendrait plus jamais à me rabaisser de la même manière. Les jours qui suivirent l'inauguration apportèrent une transformation complète dans la dynamique de notre foyer. Le journal Le Progrès avait publié un article pleine page sur l'exposition, avec ma photo en évidence, et le titre « Claire Moreau, la gardienne de la mémoire de Lyon ». Henri m'appela le matin, euphorique. « Claire, vous êtes devenue une célébrité. J'ai déjà reçu 5 appels d'autres villes intéressées par des expositions similaires. » Je sentis mon cœur déborder de joie. Isabelle arriva en courant avec 3 exemplaires du journal, m'embrassant et répétant « Maman, vous êtes célèbre !»
Mais ce qui attira le plus mon attention fut le silence d'Étienne. Il feuilleta rapidement le journal, marmonna quelque chose d'inaudible et disparut dans le bureau. Pour la première fois, je vis en lui quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un malaise authentique. L'homme qui me faisait toujours sentir invisible était maintenant confronté à la preuve indéniable de mon importance. L'ironie de la situation ne passa pas inaperçue. Plus je brillais, plus il semblait rapetisser. Pendant toute cette semaine, notre maison se transforma en un carrefour culturel. Henri venait dîner avec nous régulièrement, apportant toujours de nouveaux projets et idées. D'autres historiens commencèrent à me solliciter, me consultant sur des détails spécifiques de l'histoire de Lyon. Je reçus des invitations à donner des conférences dans des universités et des associations culturelles. Mon téléphone ne cessait de sonner et je me délectais de chaque nouvelle opportunité. Étienne observait tout cela avec une expression de plus en plus sombre. Pendant le dîner, quand Henri louait ma contribution à la culture locale, je remarquais comment mon gendre remuait nerveusement la nourriture dans son assiette, évitant de participer aux conversations. Un soir, quand Henri commenta ma possible participation à un documentaire sur la résistance française, Étienne finit par éclater. « Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu ? Ce n'est qu'une exposition sur de vieilles choses. » Le silence gênant qui s'ensuivit ne fut brisé que par le tintement des couverts. L'invitation pour le documentaire arriva officiellement une semaine plus tard. La productrice parisienne voulait que je sois la consultante historique principale, avec le droit d'apparaître comme experte interviewée. Ce serait filmé à Lyon, dans les lieux historiques que je connaissais comme ma poche. Quand je lus la proposition, je sentis des larmes d'émotion couler sur mon visage. À 68 ans, j'étais reconnue nationalement pour mes connaissances. Isabelle cria de joie quand je lui racontais et appela immédiatement ses sœurs, éparpillées dans toute la France, pour partager la nouvelle. Mais quand Étienne le sut, sa réaction fut explosive. « C'est ridicule! Une femme de votre âge apparaissant à la télévision, parlant de guerre. Les gens vont trouver ça pathétique. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. Mais cette fois, quelque chose de différent se produisit. Au lieu de me recroqueviller, je sentis une fureur croissante monter en moi. Je le regardai droit dans les yeux et dis « Étienne, votre opinion ne m'intéresse plus. » Le tournage commença fin mars et ce fut l'une des expériences les plus gratifiantes de ma vie. Le réalisateur, un jeune homme talentueux nommé Antoine Rousseau, me traitait avec un respect qui me faisait me sentir comme une vraie star. Nous passâmes des jours à parcourir les traboules secrètes du vieux Lyon, et je racontais des histoires fascinantes sur la façon dont les membres de la résistance utilisaient ces passages pour échapper aux nazis. Ma voix sonnait ferme et autoritaire devant les caméras, et je me surprenais de ma propre éloquence. Henri suivait le tournage chaque fois que possible, fier comme un père voyant sa fille obtenir son diplôme. À la maison, Isabelle m'attendait avec impatience tous les jours, voulant connaître chaque détail. « Maman, vous rayonnez. Je ne vous ai jamais vue aussi heureuse et confiante. » C'était vrai. Je me sentais renaître, comme si je vivais enfin la vie que j'avais toujours méritée. Étienne, en revanche, était devenu une ombre silencieuse, m'évitant chaque fois que possible. La tension explosa définitivement lors d'un dîner de famille, début avril. Henri avait amené Antoine pour qu'il rencontre personnellement la star du documentaire, comme il m'appelait affectueusement. La conversation coulait animément sur le cinéma, l'histoire et l'art, quand Étienne, visiblement altéré par le vin, décida d'attaquer. « Vous savez que Claire oublie déjà où elle met ses clés, n'est-ce pas ? Comment pouvez-vous lui faire confiance pour parler de choses aussi importantes ?» Le silence fut mortel. Antoine fronça les sourcils. Henri devint visiblement irrité et Isabelle rougit de honte. Mais moi, étonnamment, je gardais mon calme. Je me levai lentement, regardai directement Étienne et dis d'une voix ferme. « Étienne, vous avez passé des années à essayer de me rabaisser,
à me faire croire que je n'avais aucune valeur. Mais maintenant, je vois que le problème n'a jamais été moi. Le problème, c'est vous, qui ne supportez pas de voir une femme briller. Je pris mon sac et ajoutai « Henri, Antoine, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. Étienne, vous devez apprendre à me respecter. » Je quittai la maison cette nuit-là et allai marcher le long des rives du Rhône, ressentant pour la première fois depuis des années une liberté complète. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau sombre et je respirais l'air frais du printemps avec une sensation de renouveau total. Mon téléphone sonna plusieurs fois. Isabelle inquiète, Henri offrant son soutien, même Antoine vérifiant si j'allais bien. Quand je rentrai enfin chez moi, il était presque minuit. Étienne m'attendait dans le salon, avec une expression mêlant colère et quelque chose qui pourrait être du regret. « Claire, nous devons parler, » dit-il d'une voix basse. Je m'assis dans le fauteuil en face de lui, gardant la posture droite que j'avais apprise pendant le tournage. « Étienne, » répondis-je calmement, « pendant des années, vous m'avez humilié systématiquement. Maintenant que j'ai enfin trouvé ma place dans le monde, vous ne réussirez pas à me faire redevenir la petite femme que j'étais. Si vous voulez continuer à faire partie de cette famille, vous devrez apprendre à me traiter avec le respect que je mérite. » La conversation qui suivit fut la plus honnête qu'Étienne et moi ayons jamais eue depuis toutes ces années. Il resta silencieux de longues minutes, tripotant nerveusement ses mains, évitant mon regard. Finalement, d'une voix que je ne lui avais jamais entendue, basse et presque vulnérable, il commença à parler. « Claire, je me suis toujours senti inadéquat près de vous. » Ces mots me surprirent assez complètement. Quand j'ai rencontré Isabelle, je savais que vous étiez professeur, cultivé, respecté. Je ne suis qu'un comptable dans une petite entreprise. J'ai toujours eu peur que vous me jugiez. Je ressentis un mélange d'incrédulité et quelque chose qui pouvait être de la compassion. Pendant toutes ces années, alors que je pensais qu'il me méprisait, en réalité il projetait ses propres insécurités sur moi. « Alors vous avez décidé de me rabaisser en premier ?» demandai-je, ressentant encore la douleur des années d'humiliation. Il acquiesça, honteux. Je pensais que si vous sembliez moins importante, je me sentirais mieux avec moi-même. Les jours qui suivirent furent étranges et délicats. Étienne ne revint pas aux commentaires sarcastiques, mais ne savait pas non plus comment interagir normalement avec moi. Isabelle remarqua le changement immédiatement et me demanda ce qui s'était passé. Je lui racontai notre conversation et elle soupira de soulagement. « Maman, enfin, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la façon dont il vous traitait, mais je n'ai jamais su comment intervenir sans causer de problème dans notre mariage. » La dynamique familiale était clairement en transition. Pendant le petit déjeuner, Étienne posait des questions polies sur mes projets, mais cela sonnait encore forcé, comme s'il suivait un script. Henri continuait d'apparaître régulièrement, et maintenant, Étienne le saluait cordialement, sans l'hostilité voilée d'avant. C'était un progrès, même s'il était minime. Je restais prudente, observant si ces changements étaient sincères ou simplement une stratégie temporaire. Le temps montrerait la vérité derrière cette nouvelle attitude. Le documentaire fut diffusé à la télévision française en mai et fut un succès absolu. Pendant 50 minutes, Lyon fut dépeinte à travers mes yeux et ma voix, racontant des histoires que peu de gens connaissaient sur la résistance locale. Je reçus des centaines de messages de téléspectateurs émus, certains rapportant que leurs propres grands-parents avaient participé aux événements que je narrais. La critique spécialisée loua ma présence naturelle et ma connaissance profonde, et un journal parisien me qualifia de « trésor national ». Ce soir-là, toute la famille se réunit pour regarder ensemble. Assise dans mon fauteuil préféré, entourée de mes petits-enfants fiers et d'Isabelle radieuse, je ressentis une plénitude que je n'avais pas connue depuis des décennies. Même Étienne regarda en silence respectueux,
Et quand le programme se termina, il se tourna vers moi et dit simplement « Vous étiez magnifique, Claire. Je vous prie de m'excuser d'avoir mis si longtemps à le reconnaître. » Ça n'était pas beaucoup de mots, mais il sonnait sincère. Les opportunités continuèrent d'affluer après le documentaire. Des universités m'invitaient à donner des conférences, des éditeurs voulaient que j'écrive un livre sur l'histoire secrète de Lyon, et je reçus même une proposition pour être consultante historique pour un film sur la résistance française. Chaque nouveau projet me dynamisait davantage, comme si je récupérais des décennies perdues de potentiel inexploité. Henri plaisantait en disant que j'étais devenue une célébrité intellectuelle, et je riais, m'habituant encore à toute cette attention positive. Isabelle m'aidait à organiser mon emploi du temps de plus en plus chargé, fière de voir sa mère enfin recevoir la reconnaissance méritée. Étienne, progressivement, commença à participer davantage à ces conversations familiales sur mes projets. Ses contributions étaient encore timides, mais il n'y avait plus de sarcasme ni de tentative de minimiser mes réalisations. C'était comme s'il apprenait une nouvelle façon de se lier avec moi, basée sur le respect plutôt que sur une compétition déloyale. L'été apporta une proposition inattendue qui allait complètement changer le cours de ma vie. Le maire de Lyon m'offrit un poste officiel de consultante culturelle de la ville, avec un salaire et un bureau à la mairie. Je serais responsable de superviser tous les projets historiques et culturels de la région. Quand Henri m'appela avec la nouvelle officielle, je sentis mon cœur s'emballer. À 68 ans, on me proposait non seulement une reconnaissance, mais une position de pouvoir réel dans l'administration publique. « Claire, » dit Henri, ému, « vous le méritez plus que quiconque je connaisse. Votre passion et vos connaissances sont exactement ce dont Lyon a besoin. » J'acceptai immédiatement, sans hésiter. Quand je le dis à Isabelle, elle pleura de joie. Et quand Étienne apprit la nouvelle, sa réaction me surprit complètement. Il se leva, me serra dans ses bras pour la première fois depuis des années et dit « Félicitations, Claire. Lyon a de la chance de vous avoir. » À cet instant, je sentis qu'enfin, après tant d'années, notre famille avait trouvé un nouvel équilibre basé sur le respect mutuel. Mon investiture en tant que consultante culturelle eut lieu en septembre, lors d'une belle cérémonie à l'hôtel de ville. Toute la famille était présente, y compris Étienne, qui me photographia fièrement pendant mon discours. Le maire me présenta comme une femme exceptionnelle qui a dédié sa vie à préserver notre mémoire collective, et le public m'ovationna debout. En regardant tous ces visages respectueux, je me souvins de cette nuit froide de décembre, où je m'étais sentie si petite et invisible pendant le dîner de Noël. Maintenant, quelques mois plus tard seulement, j'occupais une place d'honneur non seulement à la table de ma famille, mais dans la société entière. Henri était au premier rang, souriant comme un père fier, et quand nos regards se croisèrent, il me fit un geste discret de victoire. À la fin de la cérémonie, tandis que je saluais les autorités et les citoyens ordinaires qui me félicitaient, je ressentis une profonde gratitude d'avoir trouvé le courage de ne plus accepter d'être rabaissée. La vie, découvris-je, peut commencer à tout âge, quand on décide enfin de revendiquer notre vraie valeur.